camperai d'emblée l'orientation du contenu, qui est beaucoup plus, je dirais, didactique, dédié beaucoup plus au doctorat. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des b.a.-ba pour lesquels mes aînés ici n'ont vraiment pas besoin. Alors, donc, je suis membre du laboratoire de santé publique de EDDS. Et donc, ayant reçu les thèmes de référence, j'ai construit le contenu en fonction des différents points qui m'ont été proposés. En introduction, c'est vraiment un rappel. Je dirais que mes aînés vont se retrouver. Toute préoccupation de l'Homo sapiens de nous ici, et ce depuis son apparition, c'est de savoir d'où il vient, où il est et où il va, en relation avec son environnement physique, social, etc. Et pour y répondre, il y a des conditions. C'est de comprendre la nature, comprendre là où notre environnement. C'est connaître les lois du monde et de l'univers, parce que nous ne sommes pas seulement que sur Terre, nous sommes dans une galaxie, nous sommes dans un univers, et identifier notre place dans ce monde-là. Et donc, pour pouvoir y répondre, il faut procéder par une méthode. Et cette méthode s'appuie sur la pensée et le raisonnement. Alors, je rappelle que c'est la pensée religieuse qui a été la première dans le champ des disciplines théoriques pour expliquer ce que nous observons, d'où nous venons. Puis ensuite, comme l'a dit mon prédécesseur, suite aux contradictions, on a pensé que ce raisonnement-là était spéculatif. Il devait plus être rationnel. Ce n'est pas pour vous titiller, c'est ce que l'histoire dit. Et même par la suite, avec l'apparition des sciences expérimentales, on a pensé que le raisonnement devait être rationnel et objectif. Alors, il y a des enjeux. Accéder à la vérité. C'est-à-dire comment être sûr, et vous l'avez dit, que ce que je regarde représente la vérité. Il n'y a pas de distorsion. Mais de cette vérité, il y a plusieurs types de vérité. Il y a ce qu'on appelle la vérité correspondante, la vérité correspondance, ou la vérité factuelle. On dit qu'un énoncé est vrai si le contenu de l'énoncé existe en réalité. Et c'est cette vérité qu'on retrouve dans les sciences empiriques. Vous n'avez pas que ça, vous avez ce qu'on appelle la vérité cohérence ou la vérité formelle. La théorie est vraie si elle est exempte de contradictions logiques. Cette vérité-là est empruntée par les sciences formelles. Et puis, vous avez la vérité consensus. En réalité, c'est cette vérité qui guide le monde. Une proposition est vraie si elle obtient le consensus au sein de la communauté scientifique. Elle s'impose. Elle s'impose pour les bonnes raisons. Alors, il faut savoir que la vérité absolue n'est pas accessible à l'homme. Pourquoi ? Si on nous répartissait autour de ce bâtiment et on demandait à chacun de décrire le bâtiment, vous verrez que chacun aurait raison, mais pas totalement raison. Parce que chacun décrirait le bâtiment selon sa perspective, selon sa posture. Ça veut dire qu'il faudrait plusieurs perspectives. Et même ça, d'aucuns diront que l'appréhension de la vérité est une dynamique asymptotique.
Donc, ça, je me réfère aux mathématiciens. Vous savez, l'asymptote, c'est lorsqu'une courbe tend vers une limite sans jamais l'atteindre. Il y a toujours des marges d'erreur. Il y a toujours un risque de se tromper. Donc l'appréhension de la vérité ne peut pas être acquise en absolu. Et donc, comment distinguer dans ce contexte le vrai du faux? Quels sont les moyens dont dispose un esprit pur de vérifier la véracité de ce qu'il pense? Et là, il faut valider nos idées par des procédures de vérification. Et ces procédures-là sont contenues dans ce qu'on appelle la méthode. Quelles sont les perspectives théoriques? C'est notamment les fondements de la connaissance scientifique. Vous avez d'abord les faits. Et puis, vous avez la théorie. Il y a comme un mouvement pendulaire au sein des sciences, allant des faits vers la théorie, mais de la théorie également vers les faits. On va de l'observation des faits vers la théorie à travers une démarche dite positiviste, les faits étant les premiers. Et se pose la question de l'inductivisme et la question de la réfutabilité. Et puis, on peut partir des théories vers les faits observés. En ce moment, aucun fait n'est séparable de la théorie. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de protocole d'observation décisif. Tout est contextuel, tout dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que par exemple la posture, l'état d'esprit de celui qui observe. Et il n'y a pas de limite précise entre hypothèse et données empiriques, puisque tout est construit de façon itérative. Alors, la méthode, dit-on, est une démarche ordonnée, raisonnée, une technique employée pour obtenir un résultat. Il a dit, sans méthode, vous ne pouvez pas exposer vos résultats à la contradiction. Or, la science se nourrit du débat contradictoire. On a vu ici au moment du Covid où les gens étaient déboussolés parce que les acteurs de cette discipline ont passé le temps à s'opposer, à discuter. Mais c'est ça qui enrichissait la dynamique vers la maîtrise de la compréhension de ce virus. Alors, il y a plusieurs approches méthodologiques. Ce que je veux proposer ici est une caricature. Parfois, les limites sont floues. Ce qu'on appelle la démarche, la méthode hypothético-déductive. Il s'agit d'émettre des hypothèses, recueillir les données, tester les résultats obtenus pour réfuter ou appuyer les hypothèses. Ceci est beaucoup utilisé dans les sciences dites médicales. Le chercheur utilise l'observation avec l'intention de valider un modèle. Et puis, vous avez la méthode inductive, où on va des faits, on observe, on recueille un corpus de connaissances, et on tire de manière itérative des compréhensions de la complexité, et on s'engage dans sa transformation. C'est principalement utilisé par les disciplines, en griffe, de l'approche qualitative. Là, le chercheur tente de trouver les modèles. Il construit de nouvelles théories par l'observation. Ce qui donne de façon caricaturale deux approches dans la recherche. L'approche dite analytique et l'approche systémique. Et il y a quand même des différences. Dans l'approche analytique, on part du précepte qu'on peut découper la réalité en série de facteurs et les étudier
Et la somme des résultats de l'étude des facteurs permet de connaître le tout. C'est moins sûr, hein? Parce que je reste dans le domaine médical. Si vous retirez le cœur du corps ou le système respiratoire du corps pour l'étudier, vous risquez de ne pas comprendre de façon holistique le cœur. Parce que vous n'allez pas pouvoir capitaliser les informations sur les interactions entre le cœur et les autres systèmes. Donc, les systémistes disent que le tout est différent de la somme des parties. Alors, si j'étais en cours de méthodologie à EDDS, j'allais encore... parce que nous avons cette habitude-là de saucissonner la réalité en petites parties, de regarder entre l'âme et l'amel, et après de faire la somme de ces résultats-là, et de faire ce qu'on appelle l'inférence ou la généralisation, l'inférence asie ou la généralisation. Il faut faire très attention. Pour les analystes, les positivistes, chacun de ces facteurs peut être étudié indépendamment de l'autre. Alors que les systémistes disent que pour pouvoir avoir une réelle connaissance du facteur, il faut l'étudier en relation avec d'autres facteurs. Là, les analystes se focalisent sur ce qu'on appelle la recherche de causalité linéaire. Mes amis épidémiologistes comprennent ce que je veux dire. Facteurs associés, force d'association, et puis on conclut que ceci est dû à cela. Alors que les relations sont causales et circulaires, avec des boucles de rétroaction. Alors, comment utiliser, est-ce que ces deux approches sont inutiles? Pas du tout. Dans le domaine des sciences médicales, biomédicales, l'approche analytique est absolument nécessaire pour mettre en place les vaccins, les médicaments, les outils diagnostiques. Il est absolument nécessaire pour augmenter nos connaissances sur les facteurs de risque, notamment dans le domaine de la biologie et de la bactériologie. Mais attention, l'approche systémique est incontournable quand justement ces traitements et ces vaccins-là doivent être proposés à la population. C'est nécessaire pour éviter les désillusions, telles que la lutte contre la malaria. Je vais vous faire cette anecdote. Nos amis épidémiologistes, après avoir suffisamment, selon eux, utilisé la malaria, sont arrivés à la conclusion, par exemple, que si 80% de la population utilisait les moustiquaires, on arriverait à rompre la chaîne de transmission. Et donc, ça a été la prescription d'utilisation de la moustiquaire, avec de gros financements pour acquérir les moustiquaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas bougé d'un iota. Pourquoi? Parce que nos épidémiologistes n'ont pas pris en compte d'autres aspects, tels que l'utilisation de la moustiquaire, les perceptions des utilisateurs vis-à-vis de la moustiquaire, de cet outil. C'est la même chose pour l'excision. Nous, les médecins, qu'est-ce qu'on dit? On dit, attention, si vous faites l'excision, c'est des risques contre le tétanos, c'est les dystocies, c'est les risques de fistule, donc arrêtez. Mais nous n'avons pas mis ça dans le contexte socio-culturel. Est-ce que vous savez qu'il y a des groupements humains chez lesquels, mais ça a une valeur symbolique extrême. Lorsque le patriarche décède, tous ceux qui se réclament de la lignée de ce patriarche doivent obéir à un rite qui consiste à enjamber le corps. Et pour les femmes, ne peuvent enjamber le corps que celles qui sont excisées. Donc vous-même faites la comparaison entre éviter un tétanos, qui est d'ailleurs aléatoire, parce que il y a, justement, c'est ça notre problème.
au niveau de la santé, vous allez voir des gens excisés qui ne vont pas faire le tétanos, qui n'auront pas de disques aussi. Donc là même, le discours souffre de contre-exemples. Mais imaginez-vous cette valeur symbolique-là vis-à-vis de nous, nos prescriptions. Ça ne tient pas du tout. Je disais d'ailleurs que, bon, pas pour vous provoquer, on remarque même que ceux ou celles qui sont devant les caméras en train de reprendre ce discours, nuitamment envoient leurs filles justement pour pouvoir satisfaire à cette prescription sociale. Ah oui. Alors, il y a des spécificités entre les sciences biomédicales et puis ce qu'on peut appeler les sciences psychosociales. Bien que mon prédécesseur ait dit que même à l'intérieur, il y a encore des sous-disciplines. En ce qui concerne la finalité, dans les sciences biomédicales, nous avons cette approche analytique, c'est-à-dire établir les relations de cause à effet des phénomènes naturels. On est omnibulé par ça. Les relations directes de cause à effet. Les systémistes veulent comprendre les phénomènes sociaux et les comportements humains. Je vais assez rapidement. Parce que ça, c'est connu. Vous prenez par exemple l'instrument de collecte. Dans les sciences biomédicales, il est structuré, standardisé, parce que nous voulons toujours aboutir à la comptabilité. Nous avons des logiciels spécialisés dans la comptabilité. Analyse univariée, bivariée, et puis régression linéaire, régression logistique, Cox, Kaplan, Meier. Ça. Pour les systémistes, c'est des instruments semi-structurés ou non standardisés. On va observer et au fur et à mesure, on construit la logique de façon itérative. Donc, il y a un certain nombre de spécificités dans ces deux sciences. Pourquoi l'interdisciplinarité en santé publique? Rappelez-vous que la définition de la santé, c'est un état de bien-être physique, mental, social, etc., et qui ne se résume pas à l'absence de maladie. Mais ce bien-être-là, il procède du capitaux. En fait, chacun de nous a un capital. Il y a le capital économique, le capital social, culturel, symbolique et biologique. Donc, il n'est pas que biologique. Pour peu que les circonstances dépriment un ou plusieurs de ces capitaux, vous êtes en souffrance et en stress. Vous êtes malade, au sens de la définition que j'ai proposée. Et pour peu que les circonstances individuelles, les circonstances liées à votre rapport avec les autres, avec votre environnement, renforcent ces capitaux, et vous avez ce bien-être. Mais donc, évidemment, pour construire la compréhension des facteurs de renforcement de cette santé, pour obtenir les outils, quoi de plus naturel qu'une approche interdisciplinaire? Des gens qui s'intéressent au biologique, d'autres à la symbolique, au social et à l'économique. Donc, c'est évident. Alors, il faut réfléchir en termes de complémentarité en ce qui concerne l'interdisciplinarité. Dans les sciences biomédicales, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle à l'ampleur du phénomène, distribution dans le temps et dans l'espace, la gravité, les facteurs associés, les conséquences. Mais on a besoin aussi d'avoir les représentations, les perceptions, parce que ce n'est pas que la maladie, c'est la maladie dans un corps qui est doté, mais d'intelligence, doté de raison, avec des perceptions, des comportements, des pratiques, des ancrages historiques, culturels, les logiques, les implications. Donc ici, on voit très bien qu'il y a nécessité de complémentarité pour comprendre
et faire évoluer notre capacité à ce qu'on aime bien, faire la promotion de la santé. Mais attention, dans cette interdisciplinarité, il faut éviter ce qu'on appelle l'interdisciplinarité à la marge. C'est-à-dire les transferts et les importations de méthodes. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, en sciences biomédicales, alors, pour pouvoir se satisfaire d'avoir une approche holistique, on utilise de ci, de là, quelques outils de collecte de données, là, des autres sciences. On collecte les données, on les encode, donc on retourne à ce que nous savons faire, et puis là, on prétend dire avoir utilisé deux approches, l'approche quantitative et l'approche qualitative. Il faut éviter aussi ce qu'on appelle les emprunts méthodologiques. Lorsqu'on ne maîtrise pas le domaine, il faut se référer à ceux qui peuvent expliquer et utiliser la méthode, les méthodes de cette discipline. Il ne faut pas les emprunter. Et puis, nous, on connaît ça, c'est cette sécurité virtuelle de la scientificité. Combien d'étudiants viennent me voir, ils me disent, mais est-ce qu'on ne va pas faire un focus group là? Parce que bon, si on fait facteurs associés, est-ce que c'est de la science? La science, là. Donc, c'est une sécurité virtuelle. Hein? Et donc, il faut aller au-delà de ça. Mais ça nous guette, nous tous. Alors, je passe à un cas pratique d'utilisation de deux approches. C'est lorsque je faisais mon doctorat à l'ULB, et il s'agissait de prendre en charge les patients de la tuberculose au Burkina Faso. Plus concrètement, il s'agissait de tester un dispositif de réponse aux besoins non couverts par le système d'offre de soins. Alors, juste pour vous expliquer que dans la maladie de la tuberculose, il y a deux dimensions. La dimension biomédicale, elle est connue. BK, voilà. Les formes de transmission, vous avez la miliaire, vous avez la forme caverneuse, pour ceux qui sont de mon obédience. Et puis on détecte, on traite pour rompre la transmission entre le malade et l'homme sain. Et il y a des médicaments efficaces, et puis des contraintes. Il y a des contraintes. Mais vous avez une dimension psychosociale et économique, parce que la maladie elle-même est une épreuve difficile avec des retentissements individuels, psychologiques. C'est source d'appauvrissement, avec un retentissement collectif. La situation était quoi? C'est que la prise en charge des tuberculeux était confiée à une institution spécialisée appelée CDT, Centre de diagnostic et de traitement. La prise en charge était standardisée, médicaments gratuits. Alors on appliquait les procédures. Mais les résultats biomédicaux n'étaient pas reluisants. Pourquoi? Il y avait une faible détection des cas. Donc la chaîne de transmission continue. Il y avait un taux élevé de patients perdus de vue, abandonnant le traitement. Un taux de guérison relativement faible. Et ce, malgré nos certitudes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déterminé les besoins non couverts. Et les besoins non couverts n'étaient pas des besoins biomédicaux. C'est des besoins de type psychologique, affectif, socio-économique. L'objet, c'était de mettre en œuvre et d'évaluer un dispositif de soins au bénéfice des patients tuberculeux dans le contexte rural du Burkina Faso. Et la question de recherche était la suivante. Est-ce qu'un dispositif intégrant des interventions visant à réduire les coûts, à résoudre les problèmes psychosociaux et économiques engendrés dans un contexte de soins centrés sur la maladie, est-ce qu'un tel dispositif pouvait améliorer significativement non seulement les résultats biomédicaux, mais aussi le confort psychologique, sociologique des patients tuberculeux en traitement? Et donc, on a mis en place un dispositif qui consistait à décentraliser la prise en charge du CDT vers les centres de santé et de promotion sociale, CSPS, qui étaient plus proches de la population.
Ça, c'était pour réduire les coûts liés au déplacement et au délai. Nous avons mis en place, en copiant un peu ce qui se passe avec le VIH, les groupes de parole. Pourquoi? Pour briser l'isolement et accepter le statut pour vivre plus positivement avec la maladie. Et nous avons mis en place un comité de soutien à la prise en charge des patients tuberculeux pour répondre aux aspects, aux besoins sociaux et économiques. Alors, il y avait un certain nombre d'hypothèses de recherche, je ne vais pas insister là-dessus. Et comment nous avons utilisé l'interdisciplinarité? L'approche biomédicale a permis d'évaluer l'insuffisance de la prise en charge en termes de guérison, décès, abandon du traitement, en termes de coûts tangibles, distance, délai de dépense, en termes d'impact du dispositif sur l'évolution de ses résultats. Mais l'approche des sciences sociales, parce que nous avions dans l'équipe justement professeur Roger Zerbo, socio-anthropo, nous a aidés pour comprendre les représentations, les perceptions, les attentes en rapport avec la maladie et pour mieux calibrer le contenu de notre discours. Ensuite, la science sociale a permis d'évaluer ce qu'on appelle les coûts intangibles, les inconforts, l'anxiété, la frustration. Et ces sciences sociales ont permis d'obtenir les critères de composition de ce comité de soutien et les groupes de parole, et les éléments de forme et de fond pour le fonctionnement du dispositif. Il y a d'autres exemples. Vous avez par exemple les études ethnobotaniques qui précèdent celles de la caractérisation de l'innocuité, de l'efficacité des candidats médicaments. Ma collègue certainement va y revenir. Et ça permet de mettre en place une méthode de collecte des échantillons des plantes déjà utilisées comme phytomédicaments dans la population et de calibrer le processus de caractérisation. Nous utilisons, alors moi dans mon équipe par exemple, nous utilisons les études sociologiques préalables aux études de niveau ou de tendance de la satisfaction des utilisateurs des institutions d'offres de soins. Pourquoi? Pour construire même les critères d'appréciation de cette satisfaction. Et afin pour appréhender les conditions d'obtention d'informations fiables. Alors, quels sont les défis? Je pense que je termine par là. Les défis, comment s'exprimer les implications de l'interdisciplinarité? Le premier défi, c'est les divergences épistémologiques. Vous avez parlé de ça. Avec les a priori de modèles, chacun campant sur la prééminence, la prédominance de son modèle, et surtout le faible intérêt d'en sortir. Il n'y a pas d'ouverture. Et ça s'exprime par quoi? C'est les rigidités réductionnistes des modèles épidémiologiques, négligeant la valeur du contexte. Ça, c'est la critique que nos amis des sciences sociales nous font. Mais nous aussi, campant sur nos certitudes, nous pensons aussi qu'il y a un fantasme de votre côté, de la souplesse interprétative ou du raisonnement sociologique dans la prise en compte du contexte. Il y a par exemple les divergences sur le rendu, c'est-à-dire la production, l'a priori des cibles et les complexes y afférents. Par exemple, pour les épidémiologistes, nous avons des rendus prescriptifs et fermés pour l'homo medicus, que moi j'aime comparer à l'homo economicus. Alors que nos amis d'en face ont des rendus réflexifs, ouverts pour l'homo sapiens, qui lui-même est intelligent. Et vous avez les divergences sur la valeur des contraintes opérationnelles. Par exemple, l'investissement dans le temps. Nous, les épidémies, on dit, mais ça, vous ne pouvez pas vous attendre. Comment ça? Vous voulez prendre 6 mois? Non. Ou bien l'organisation pratique. On estime qu'il coûte trop cher. Il mobilise trop d'équipes. Alors, quelles sont les implications? Et mon prédécesseur l'a dit, il faut pouvoir se convaincre mutuellement de l'apport des différents abords. Il faut vraiment qu'on soit convaincu. Il faut quitter, comme j'aime dire, il faut quitter dans le complexe de supériorité. Chacun quel choix. Il faut expliciter les systèmes de valeurs. Chaque acteur a une posture et des systèmes de valeurs dans l'équipe. Et enfin, il faut procéder aux négociations méthodologiques. Il faudra bien
accepter, lâcher parfois les certitudes. Je vous remercie.